sommes donc le mercredi 18 août, il est 19h10. C'est vrai que j'ai eu un temps où j'avais pas trop envie de vlogger et j'ai même dit sur Instagram que je sortirais pas de vidéo ce mois-ci parce que j'ai plus trop l'envie en fait. C'est vrai, vu que c'est le mois d'août, tout le monde est un peu au ralenti, les gens sont en congé. Moi-même, je vois qu'en tant que consommatrice de YouTube, je consomme beaucoup moins de vidéos, j'ai beaucoup moins envie de regarder des vidéos à la chaîne. J'en regarde quand même un peu, hein, je regarde ceux à qui je suis fidèlement abonnée, bien sûr. Quand il y a certaines vidéos que j'attends qui sortent, évidemment je regarde, mais je suis moins à la recherche en fait de nouveaux comptes, je suis moins demandeuse. Donc je me dis que c'est peut-être pareil pour vous en fait, hein, vous devez sortir, faire d'autres choses et voilà, j'ai eu un petit découragement aussi, mais vous m'avez envoyé des messages super gentils sur Insta au sujet de ma chaîne, parce que c'est vrai que je tourne avec mon téléphone, que c'est pas de la qualité de ouf, le son non plus. Quand je vois vraiment même des nouvelles chaînes avec des putains de qualité, c'est vrai qu'il faut pas se comparer, mais forcément tu te dis, bon, il y a quand même un décalage, et peut-être que ce que tu fais, ce que tu dis n'intéresse pas trop les gens. Mais après, voilà, je fais pas ça pour me plaindre ou quoi, c'est juste que j'ai eu un petit coup au moral, un petit coup de blues, je pense que ça arrive. Mais là, je sais pas, j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui, donc écoutez, on va faire ça. Je suis toujours, pour commencer, donc le compte de Monte Cristo qu'on finit la semaine prochaine. C'est toujours aussi bien, toujours aussi palpitant, toujours aussi waouh, ça c'est toujours aussi bien, ne vous inquiétez pas, rien n'a changé. Et je suis donc dans Le Ça de Stephen King, le premier tome organisé donc par le groupe Facebook Un King par mois ensemble, mais avant tout par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Enfin, chaque mois, il y a un organisateur différent selon les lectures. Voilà, il y a un groupe en fait d'administrateurs. Je sais pas si on dit comme ça. Mais bon, chaque fois, il y aura quelqu'un qui, selon les lectures, qui organisera une personne. Donc là, c'est Séverine qui l'organise. Et du coup, on arrive bientôt à la fin. La semaine prochaine, je l'ai fini aussi, comme le Dumas. Et pareil, j'avais une petite appréhension pour le Ça, parce que c'est vraiment une œuvre monumentale de King. C'est une de ses œuvres les plus connues, on va pas se le cacher. Et j'avais peur de ne pas aimer, en fait, de ne pas être intégrée à cette immense œuvre. Et en fait, sans forcer, je suis totalement conquise. King me fait peur avec le clown, que je crois voir dans tous les angles de ma maison quand il fait noir, ou même à mon lieu de travail, quand il n'y a pas trop de bruit. Donc ça me fait peur, ça me met aussi en colère par rapport à certains personnages qui sont humains, qui ne sont pas le clown, qui sont humains mais qui sont abjects. Ça me met en joie, ça m'émeut par rapport à notre groupe de losers. Vraiment, c'est une lecture qui est touchante, quoi, qui se lit. Il fait 800 pages, ça se lit vraiment tout seul. Donc, dès la semaine prochaine, je l'aurai terminé aussi. J'ai mis de côté donc L'Amie prodigieuse, le tome 2, dès l'apparition d'un triangle amoureux. Ça m'a un peu. Au début, je me suis dit bon, ça va. Et puis après, je me suis dit non, en fait, j'ai pas envie de continuer pour l'instant. Je suis plus trop dans le mood avec ce triangle amoureux, ça m'a cassé mon del. Donc, j'ai mis de côté. Et comme je pars en Italie, donc au début septembre, je me suis dit l'occasion fait le larron. Voilà, donc je le prendrai en vacances parce que je serai en Italie, donc je lirai une histoire qui se passe en Italie. Mais sinon, c'était toujours bien, ça se faisait toujours bien. Mais ce triangle amoureux m'a un peu démoralisée, je sais pas pourquoi. Ça m'a un peu énervée aussi, ça m'a agacée. Donc je me suis dit, j'ai des lectures peut-être plus urgentes à faire. Disons que j'ai des services presse qui attendent. Donc pourquoi les faire patienter et se mettre encore plus de pression. Donc j'ai sorti, je ne l'ai pas pris avec moi, je suis pas douée, Mauvaise graine de Nicolas Jaillet, qui fait donc partie de la sélection du prix du meilleur polar point. Et pour l'instant, je me régale. C'est l'histoire d'une femme, donc à la trentaine, qui est enceinte. C'est un peu comme Jane de Virgin en fait, je me rends compte le synopsis, qui est enceinte mais elle ne sait pas, dans Jane the Virgin, elle sait, mais elle ne sait pas comment, pourquoi, qui est le père. Elle ne se souvient de rien, elle a une sorte d'amnésie, donc elle va enquêter elle-même pour savoir. Il va lui arriver des choses étranges, des choses un peu surnaturelles, elle va avoir un peu des pouvoirs. Enfin, c'est bizarre, très bizarre. Elle semble rechercher aussi, c'est vraiment extrêmement étrange. Mais vraiment, la quatrième de couve dit, je ne sais plus quel journal est cité, mais entre Bridget Jones et Kill Bill, mais c'est trop, ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça commence vraiment comme de la chick lit et tu te dis, mais en fait, on est dans un truc genre Bridget Jones ou c'est quoi déjà Accro de shopping, tout ça, avec une jeune trentenaire qui cherche l'amour, qui est malheureuse, on connaît le truc, quoi. Mais pourquoi je lis ça alors que je suis censée être dans un truc polar, quoi. Et en fait, tu te rends compte que ça part en vrai complet, qu'il y a quand même un micro-suspense, il y a vraiment, il y a un suspense qui se met en place. L'héroïne, elle est
elle est à mourir de rire. Enfin, vraiment, l'humour est au carreau, il est dosé, il est grinçant, il est décapant, il est décalé. Il y a quand même rire, un cynisme en fait. Il y a un énorme cynisme, il y a de l'humour noir. Enfin, c'est vraiment. Et même ça nous touche parce que c'est des choses aussi du quotidien. Et c'est vraiment un humour, mais magnifique, vraiment. Donc je me régale. Même si ça part un peu en vrille par moment, je me régale. Donc voilà pour mes lectures. La prochaine sera peut-être un Albin Michel que donc du coup j'ai reçu en service presse. Donc je sais pas si je vous ai montré. Donc sûrement L'Aube américaine de Émilie Papatheodorou qui va parler d'une famille grecque qui vient, je crois, immigrer à New York. Et il y a la thématique aussi de l'Alzheimer avec une mamie malade, tout ça. Donc il est assez court, peut-être que je lirai celui-ci. Ou sinon j'ai reçu L'amour partant de crise de Daniela Krien, qui est donc qui se passe en Allemagne, avec plusieurs femmes, je crois. Donc les rapports de force entre les sexes, la place de l'enfant et du travail, l'héritage familial, la fragilité de l'amour, la liberté qu'elles assument et revendiquent cache une autre forme de contrainte, elle oblige à choisir. Donc je pense que ça va être plusieurs destins de femmes dans l'Allemagne, je ne sais pas à quelle date c'est. Mais peut-être il y aura plusieurs époques aussi. Donc peut-être cela ou peut-être me diriger vers les autres sélections points. Donc pourquoi pas Le goût du rouge à lèvres de ma mère de Gabriel Massa, peut-être, je pense. Ou d'autres, je ne sais pas encore exactement. Voilà pour les lectures. Pour ce qui est de la télé, des films, des séries, j'ai commencé L'Amie prodigieuse sur Canal+, en même temps que je lisais le deuxième tome. J'ai commencé la série par le premier tome, je regarde en italien sous-titré. Et franchement, c'est super bien, c'est une série très fidèle, ça se laisse vraiment regarder, mais j'avoue que comme c'est très dense, j'ai pas toujours le temps ou l'envie de la regarder, de continuer. Donc il faudrait quand même que je me motive parce que c'est quand même, au niveau qualitatif, c'est très bon. J'ai regardé une série, je vais pas m'attarder dessus, sur Netflix aussi, parce que j'ai fait le mouton et que je me suis dit pourquoi ça fait autant parler, pourquoi ça fait autant scandale. J'ai regardé donc Sex Life, il n'y a que la saison 1 qui est sur Netflix. Et voilà, j'ai perdu mon temps en fait, concrètement. Ne regardez pas l'épisode 1 parce qu'il y a une qualité, c'est que c'est hyper addictif. Mais au niveau qualité, c'est pas vraiment ça. On va mettre en avant une relation toxique d'une femme. En fait, elle est avec son mari et elle regrette un peu ses parties de jambes avec son ex. Et du coup, elle pense à lui, on voit ses bribes de son passé, tout ça. Et du coup, il va y avoir évidemment un triangle amoureux, chose que je déteste, qui est pas très bien faite. En plus, la fin, elle est nulle. Je vends bien la série. Hein. Et le pire, c'est que s'il y a une saison 2, peut-être que je regarderai parce que la fin se finit sur un truc en queue de poisson, quoi, n'importe quoi. Mais en fait, voilà, c'est le truc, c'est que ça vous titille, ça vous prend, c'est addictif, mais en fait, ça légitimise un petit peu les relations toxiques, donc c'est pas bon, en fait. Faut pas le faire regarder à vos ados ou quoi, parce que c'est pas très très sain. Même la meuf, elle est toxique au possible. Enfin, tout le monde est toxique, en fait. Ils sont tous trouvés dans la toxicité, c'est génial. Donc voilà, sous prétexte qu'il y a des bad boys, on peut normaliser certaines relations, certaines actions. Enfin, c'est un peu, voilà, la base, after, 51 degrés, vous voyez le genre. Ces relations-là. Voilà, donc je ne m'étends pas plus parce que je ne voudrais pas vous donner envie de le découvrir, mais faites attention parce que c'est vraiment addictif et que vous avez juste ce plaisir coupable d'avoir envie de savoir en fait. Donc voilà. Et ensuite, et je vous laisse tranquille, donc je suis allée au cinéma la semaine dernière, jeudi, et j'y retourne demain, donc jeudi. Et en fait, je vais voir 2 fois le même film, c'est génial, je n'avais jamais fait ça de ma vie, c'est une première. J'étais allée voir donc jeudi dernier avec ma famille Kaamelott, j'y retourne avec mon chéri demain. Voilà, tout est dit en fait. Je suis pas une grande cinéphile, je n'aime pas beaucoup de films. Mais c'est vrai que je suis pas à la recherche de nouveaux films. Je suis pas toujours à vouloir... Des fois j'ai envie de regarder des classiques, des films qui vous prennent. La dernière fois j'ai regardé Les Évadés par exemple. Mais je suis pas trop film en fait. Je sais pas pourquoi ça me... Si j'ai l'après-midi de libre, je vais peut-être plus lire que regarder un film ou quoi. Et là, en fait, Kaamelott est sorti. Je suis une grande fan de la série, surtout des 3 premiers livres. Il faut dire que les 3 derniers, pour moi, ça tourne un peu plus dans le dramatique, dans le triste. Et ça va pas trop avec l'esprit de Kaamelott. Donc, c'est vrai que j'étais moins fan des derniers, vraiment. Chaque fois que je regarde, c'est les 3 premiers livres. Et là, du coup, je trouve que le film est totalement dans l'esprit
de ces livres-là. Il reprend les gags, les plaisanteries, il reprend l'esprit de la série. On a un casting de fou, on a les actions vraiment... Enfin, je suis pas une experte, hein, ça se voit, mais on a... Voilà, je veux dire, il y a un rythme, il y a quelque chose de... Ouais, il y a un rythme, il y a aussi la satisfaction de se dire, purée, enfin, on retrouve nos personnages, on les retrouve tels qu'on les a laissés, en fait. Et c'est extraordinaire. Bon, après, c'est sûr que c'est un peu décousu. En fait, à force de voir tous les personnages, on les voit peu chacun et ils ont peu de place, en fait, dans toute l'œuvre, dans ce premier volet. Mais moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de revenir à cet univers et tellement plaisir que j'y retourne donc demain. Mais ma famille n'a pas trouvé ça fou, ils ont trouvé ça divertissant. Moi, pour moi, ça va plus loin. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, parce que je ne saurais peut-être pas peser mes mots, mais c'est un film qui va rester pour moi dans ma tête et que je regarderai encore et encore et encore tous les ans. Et c'est très rare en fait, c'est des films comme ça. Donc je tiens à le souligner quand même. Kaamelott, pour moi, c'est vraiment. Je sais que c'est controversé, qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus parce ils ont pas retrouvé peut-être l'essence de la série ou que peut-être c'était peut-être trop décousu. Hein. Ça manque quand même de fil rouge, faut le dire. Mais c'est qu'un premier volet, mais c'est quand même un super bon film, quoi. Faut pas se cacher, il y a vraiment. En acteur français, il y a tout ce qui est connu, reconnu, célèbre et tout ce qui est bon. On a gardé l'esprit de la série, l'esprit des personnages. Voilà, enfin, je veux dire, même les nouveaux personnages, ils cadrent complètement avec cette saga, avec Kaamelott, avec la série. Donc, enfin, voilà, pour moi, il n'y a rien à dire, c'est parfait, c'est drôle, il y a de l'action, il y a un rythme, c'est bien foutu, quoi. Voilà, c'est super bien foutu. Je ne saurais pas quoi dire d'autre, en fait, concrètement. Du coup, voilà, écoutez, je vais vous laisser parce que je papote depuis déjà 13 minutes et ça fait beaucoup. Donc, pour pouvoir faire d'autres plans à ce vlog, vaut mieux que je vous laisse maintenant. Voilà. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 août. Il est 11h moins le quart. Alors déjà, je tiens à m'excuser parce que c'est vrai que mes vlogs sont assez déjà étendus dans le temps. Enfin, des fois, je vous retrouve pas pendant plusieurs jours. Ensuite, je vous reprends que pour vous parler. Je vous montre pas trop ce que je cuisine puisque je cuisine vraiment très peu, entre guillemets, pour me pour me nourrir. Et je fais pas des trucs de fifou de la night, hein, clairement. Donc, je vais pas vous montrer ça. Hein, ce serait une honte. Et voilà, c'est vrai que bon, au niveau du temps, c'est pas ouf. Donc, pas trop de piscine, pas trop de trucs comme ça. Sinon, je vais pas vous filmer mon boulot non plus. Donc, en fait, je vous retrouve que pour des prises de parole, ce que je trouve un peu dommage pour des vlogs. Mais du coup, quand j'aurai un peu plus de contenu visuel à vous présenter, comme par exemple, je compte peut-être faire un petit vlog quand je partirai en Italie en vacances. Enfin, vous montrer quelques images. Je vous les insérerai, mais là, c'est vrai que bon, c'est pas la folie au niveau des activités et même, je passe pas forcément à prendre mon téléphone partout où je vais donc, et à filmer, donc voilà. Bref, désolée si ça manque un petit peu de folie, de fantaisie, de peps, parce que bon, je peux vous comprendre, sachant que je vous reprends que pour papoter, mais en même temps, on est là pour parler lecture, donc bon, voilà. Bref, je tiens à vlogger cette semaine, donc je pense que ce vlog sera assez long. Parce que cette semaine, c'est une grande semaine de lecture, vraiment. Je n'ai pas de challenge spécial. Je sais que le petit pingouin vert sur Instagram fait sa semaine à 1000, tout comme tous les mois. Il y a une semaine dédiée à ce challenge-là où il faut lire 1000 pages. Mais c'est pas ça, en fait, je fais pas en fait. C'est juste que cette semaine, je pense terminer 3 livres. C'est-à-dire que j'ai eu un été assez merdique au niveau des lectures, en tout cas au niveau du rythme de lecture. Moi qui pense toujours que l'été, je vais plus lire, ah ben c'est faux, archi faux. Pourquoi je vais terminer 3 livres? Parce que c'est la dernière semaine de la lecture du conte de Monte Cristo de Alexandre Dumas, donc que j'organisais sur Instagram. Donc c'était jusqu'au dimanche 29 août, mais moi je vais le finir, je pense, demain. Mais en même temps, voilà, je me languis de le finir et j'envie celles qui l'ont déjà fini. Mais en même temps, je ne les envie pas du tout parce que je sais que déjà là, rien que ça sent la fin. Vous voyez comme, par exemple, cette dernière semaine d'août, ça sent la fin de l'été quand même. Ça sent la petite reprise pour beaucoup. Hein. Ben là, ça sent aussi la fin et il y a un petit arrière-goût amer, quoi. De se dire, ben, c'est fini, après je retrouverai plus ces personnages. Et honnêtement, je me dis, s'il n'y avait pas le voyage et tout ça en Italie et tout, qu'est-ce que j'aurais lu en fait après ça? Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu lire d'aussi bien?
qu'est-ce que j'aurais eu le courage de lire, qu'est-ce que j'aurais eu l'envie de lire, la volonté de lire après cette œuvre-là, quoi. Je sais pas. Parce que c'est tellement riche, tellement dense, il y a tellement de tout. Et je me laisse encore du temps pour savoir si ça va être un coup de cœur. La fin va beaucoup aussi influer sur ça. Mais je pense que si je me souviens longtemps des personnages, s'ils me hantent encore beaucoup, ça le sera. Mais rien que là, j'ai pas envie de le finir, je traîne des pieds. Je vais le finir demain, mais je traîne en fait. Je traîne parce que c'est un immense classique. C'est vraiment quelque chose qui mérite d'être étudié parce que là, pour le coup, je pense qu'il plairait vachement aux élèves, plairait vachement à la majorité parce que même s'il est long, ça peut être décourageant. Putain, il y a plein de choses qui se passent. C'est un feu d'artifice d'action, de rebondissement, d'intelligence. Il y a énormément de choses. Même les moments de flottement, ils servent à quelque chose en fait. Enfin, il y a tout qui est présent dans ce livre. Il y a la force des personnages. Il y a l'intrigue qui est très puissante. Il y a le contexte qui est important. Le contexte historique et social. Il y a trop de choses en fait. C'est hyper riche. Et franchement, voilà, encore une fois, si vous n'aimez pas les classiques, ne le considérez pas comme tel, considérez-le comme un roman qui va vous régaler, où il va se passer plein de choses. C'est l'histoire d'une vengeance, et d'une vengeance jouissive au possible, qui est construite avec des millions d'articulations. Voilà, Monte Cristo retombera toujours sur ses pattes, c'est incroyable. Ce personnage est rusé, il est fort, il est sublime en fait. Voilà, il a ce côté sublime. Donc voilà, je ne me languis pas du tout le terminer, mais bon, il va bien falloir, donc direct après ce plan de vidéo, je vais l'avancer avant de partir au boulot, mais vraiment incroyable. Donc j'ai aussi ça de Stephen King que je dois terminer cette semaine, mais ça sera plus pour la fin de semaine. Donc c'est pour ça que j'ai fait stratégique, je me suis dit, je vais d'abord finir Monte Cristo parce que je sais que Stephen King... après Monte Cristo, j'aurai une potentielle éventuelle panne de lecture et je sais qu'avec King, ça va direct prévenir cette panne-là, ça va direct désinfecter la plaie, on va dire, et la pensée. Donc je sais que je vais, grâce à Stephen King, éviter peut-être de justesse la panne de lecture. Bon après, on ne sait jamais, mais... Voilà, comme j'aime autant ça que Monte Cristo a une manière... Enfin voilà, c'est totalement différent, on est bien d'accord. Je me suis dit stratégiquement de commencer par Monte Cristo et de finir par ça. Donc voilà, je vous en parlerai. Donc c'est pour ça que je veux vlogger cette semaine, parce que ça va être une semaine riche en lecture, en fin de lecture, en avis. Donc voilà. Après, je voulais donc vous parler de Mauvaise graine de Nicolas Jaillet que j'ai fini, je ne sais plus quand, dimanche soir. Et que j'ai lu pour le... Voilà, qui est sélectionné dans le meilleur... j'arrive jamais à le dire, putain. Le prix du meilleur polar point qu'on doit lire voilà, jusqu'à la fin de l'année. Et voilà, vous vous rappelez que si vous avez vu mon précédent vlog, j'ai abandonné le premier livre de cette sélection. J'ai choisi celui-ci pour poursuivre l'aventure et franchement, je me suis régalée. Mais je peux d'avance vous dire qu'il ne plaira pas à tout le monde. Je vais faire un avis concis parce que je le reprendrai en point lecture. Je sais pas où mettre le livre. Et en fait, ce que j'ai aimé par-dessus tout dans ce livre, c'est que c'est un putain de mélange, pardon pour la vulgarité, mais un mélange de genres, de tout, d'énormément de genres. Ça commence, le roman, vous dites, mais pourquoi c'est sélectionné dans le prix du meilleur polar? Parce que ça commence comme un roman à la Bridget Jones ou l'accro du shopping, quoi. C'est de la chick lit, ça commence comme de la chick lit. Bon, la meuf, elle est célib, elle en a un peu marre, elle veut trouver l'amour, on sait qu'elle a vécu quelque chose de pas facile et tout. Voilà, et après, petit à petit, ça décolle et ça part vraiment en vrille, quoi. Ça part dans le fantasque, dans le loufoque, et tu te dis, mais c'est absurde, quoi. Ça part dans l'absurde total, enfin, ça part aussi dans le truc à la James Bond Girl, à la Kill Bill. T'as du chick lit, donc t'as le suspense, donc le petit côté polar de savoir ce qui lui est arrivé. Il y a le côté action-aventure, avec le côté un peu James Bond, Kill Bill et tout ça. Qu'est-ce que tu as d'autre? T'as plein de choses d'autres et saupoudré d'un humour vraiment grinçant, cynique, humour noir, tous les humours en fait possibles qui sont super bien dosés, qui ne sont jamais lourds. Moi j'ai rigolé, je me suis bidonnée, j'ai souri. Vraiment ça a jamais levé les yeux au ciel ou jamais été agacée en fait. Et vraiment, je me suis régalée dans ce livre, mais je sais qu'il plaira pas à tout le monde parce que c'est pas un polar à la Norek ou à la Tillier où il y a une enquête, etc. Là, c'est un truc totalement what the fuck, totalement loufoque à la limite de l'absurde, avec une femme qui se bat un peu contre vents et marées et qui doit faire sa justice toute seule, quoi. C'est un peu ça. Donc, je pense que voilà, si vous aimez rigoler, si vous aimez quelque chose quand même de très divertissant, il faut le dire, ça se lit très vite, c'est très bien, très divertissant, qui change, qui casse les codes, qui est dans l'originalité pure.
Euh, voilà, allez-y parce que vraiment, l'humour est ouf. Enfin, tout est bien fait. Julie est très attachante, elle est très drôle, elle a beaucoup d'autodérision. Donc vraiment, ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Il est bien parti du coup dans cette sélection du prix Pointe. Voilà, je ne vais pas en faire plus, je vais retourner dans Monte Cristo. Au niveau série, je regarde en ce moment Intimidation, donc sur Netflix, c'est une adaptation d'un roman de Harlan Coben. Donc j'ai vu sur la vidéo que je vous mettrai en barre d'infos de Nadia, Madame Rêve encore, donc, qu'elle a dit que en gros, Harlan Coben avait signé un contrat avec Netflix et adapté donc 14 de ses romans en série. Et du coup, ça m'a intéressée, donc je regarde Intimidation. À l'image de ces romans, je veux dire, c'est pas du tout prise de tête, ça se regarde sans trop réfléchir. Bon, c'est un peu dégradant ce que je dis, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop besoin de se poser, de se concentrer, voilà. Donc c'est vrai que c'est détente, mais après c'est sûr qu'on a vu mieux en termes de policier, de thriller, en termes de densité, de profondeur de personnage. Bon, voilà, c'est vrai que c'est du petit suspense, quoi, tranquille. Mais ça cesse quand même regarder, ça a le mérite d'être divertissant. Donc je regarde Intimidation. Du coup, avec mon chéri, on a aussi repris la saison 2 de Lupin, donc avec Omar Sy sur Netflix aussi. Et la saison 2 commence sur les chapeaux de roue, donc on se languit de voir la suite. Voilà pour les niveaux séries. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Nous sommes donc le jeudi 26 août, il est 8h20 et dans 10 minutes je dois partir pour le boulot, c'est génial. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de venir vous prendre dans les moments les plus, les plus speed, hein, mais c'est pas grave. Bon, là vous voyez un de mes chiens qui fait un gros dodo, hein. Bref. Donc pourquoi je vous prends aujourd'hui? Parce que hier, donc le mercredi 25, j'ai fini le conte de Monte Cristo, enfin, et je vous avais dit que je viendrais vous en parler. Bon, brièvement parce que j'ai pas trop le temps et parce que je vous en ai parlé pendant plusieurs vlogs, hein, pas pendant que celui-là. Globalement, j'ai vraiment préféré ce second tome au premier parce qu'il est beaucoup plus dynamique, qu'il apporte beaucoup plus de rebondissements, d'explications aussi, de révélations. Voilà, la finitude, l'accomplissement de la vengeance, en fait, hyper diabolique, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai préféré, mais en fait, il est indissociable du premier tome. Je veux dire, le premier tome, c'est vraiment la mise en place, hein, comme pendant le Ça de Stephen King, je pense. Un peu l'introduction des personnages, parce qu'on nous présente vraiment une panoplie de personnages, l'introduction, voilà, de cette vengeance, le pourquoi du comment de la vengeance, enfin, mais vraiment c'est indissociable et c'est ces moments de flottement, ces moments un peu plus mous, c'est obligatoire, c'est nécessaire à l'histoire pour tout comprendre et pour tout embrasser d'un seul regard. Voilà, après moi je sais pas encore si c'est un coup de cœur, comme je vous l'avais dit, j'attends de voir le temps, mais rien que donc voilà, quand j'ai fini le livre hier, j'ai pas pu m'empêcher de faire directement ma chronique Insta parce que les personnages étaient là dans mon cœur et j'essayais de dormir, j'arrivais pas parce qu'il fallait que j'expédie tout ce que j'ai ressenti, que voilà, pour pouvoir mieux dormir. Donc voilà, c'est ça, pas une histoire que je vais oublier de sitôt, c'est un classique encore une fois qui se lit tout seul, qu'il ne faut même pas aborder comme un classique, vous pouvez l'aborder comme un roman presque pas contemporain, mais qui se lit comme tel en fait, tellement il est prenant. Et je suis tellement heureuse d'avoir découvert un auteur vraiment classique comme ça, un auteur quand même avec une certaine renommée. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Il y a des personnages qui me restent dans le cœur, il y a des personnages que j'ai adoré détester, il y a des personnages que j'ai adoré adorer, il y a des méchants qui m'ont pas laissé, comme je disais dans ma chronique, indifférente, hein, clin d'œil à Villefort que je trouvais très sexe. Bon, ça c'est un détail, j'en ai marre. Voilà, le comte de Monte Cristo, ça a été par vague, à des moments il m'a un peu agacé. Il a des comportements parfois, notamment avec, c'est comme il appelle ses esclaves ou enfin du moins ses serviteurs, mais bon voilà, c'est un peu parfois limite, enfin en plus lui-même les appelle ses esclaves, donc bon voilà, il a un comportement, mais après je comprends parce que le comte de Monte Cristo c'est forger un caractère, il a vécu tellement de choses horribles qu'il est obligé de se renforcer, enfin de se voilà, d'avoir un caractère un peu plus dur et d'avoir presque un cœur de pierre, donc même si j'ai trouvé que parfois c'était manichéen, le personnage du comte de Monte Cristo est du coup anti-manichéen, puisque lui on l'adore et pourtant c'est un personnage très gris, très nuancé, puisque il se dit chrétien mais il n'est pas en accord avec une des principales valeurs chrétiennes, hein, le pardon, quoi. Donc il va accomplir sa vengeance coûte que coûte, donc bon voilà.
Alors pour ce qui est de la fin, j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai trouvé très juste en fait. J'aurais pas pensé à cette fin-là. J'ai été étonnée par certains revirements de situation par rapport à certains personnages, je vais pas en dire plus, que l'auteur a pris parce que j'ai trouvé ça très juste, très vrai dans le continuum de l'histoire. Ses décisions par rapport à certains persos, par rapport à l'avenir de certains persos. J'ai trouvé que le livre devait se finir avec les personnages qu'il y a quoi dans le dernier chapitre. C'est ces personnages qui m'ont le plus moi touchée aussi. Donc voilà, je suis heureuse. Vraiment, ouais, je suis contente. Et même pour Monte Cristo, enfin, je dis pas ce qui lui arrive ou quoi, mais je trouve que c'est une fin très juste et qui m'a vraiment touchée en plein cœur. Donc il n'y a rien à dire. Voilà, c'est juste les quelques chapitres avant cette fin. Il y avait un petit moment de flottement. Les chapitres n'étaient pas les plus intéressants, les plus palpitants en fait. Mais bon, c'est quand même bien, on va pas se le cacher non plus. Donc voilà, je vais pas trop en dire plus. L'avenir me dira si c'est un coup de cœur ou pas, ou si c'est juste un bon classique, tout ça. Mais forcément, quand on est resté 2 mois avec un même livre, avec une même histoire, avec des mêmes personnages, on est totalement hanté par eux. Et c'est tout à fait normal. Enfin, si on a un minimum aimé, bien sûr. Et du coup, je vous remercie aussi tout le monde avec qui on a fait la lecture commune. C'était vraiment génial. On a échangé un peu tous les jours. Là, on va faire un grand débrief fin septembre pour que tout le monde ait le temps de le lire parce que c'est quand même un gros bébé et si on va avoir des lectures à côté, c'est compliqué. Donc vraiment, beaucoup aimé cette histoire et je lirai peut-être pas tout de suite parce que je sais pas si Alexandre Dumas a été très prolifique au niveau des romans, des grosses fresques comme ça, historiques, mais des grosses aventures comme ça. Je sais qu'il y a les Trois Mousquetaires que j'ai, enfin, peut-être la Reine Margot. Mais après, je sais pas vraiment si j'en ai vu qui m'intéressait plus que ça. Donc, si vous avez des Dumas moins connus à me conseiller, n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Là, je vais finir cette semaine le Ça de Stephen King aussi, donc ça va me faire un autre coup au cœur. Voilà, il faudrait aussi que je me penche sur la rentrée littéraire, parce que ça fait quand même pas mal de livres que je reçois. Et du coup, j'ai sollicité à Slatkin et compagnie, donc en fait, j'ai voulu faire un choix entre un livre ou deux. J'ai demandé le Luca di Fulvio, le nouveau évidemment. Mais j'ai dit que s'il y avait beaucoup de demandes et qu'elle pouvait pas me l'envoyer, je demandais quand même la saga familiale italienne là, de Daniela Raimondi, Le sortilège de Stellata. Et en fait, ils m'ont envoyé les deux, quoi, donc je suis super contente. Mais ça me fait aussi des livres à lire en plus, donc il faut que je m'organise. Enfin bref, donc je vous montrerai quand j'ai reçu ça. Et aussi tout à l'heure, je dois aller en librairie pour récupérer un livre que j'ai acheté à cause de Séverine. Donc je pense que vous savez à peu près, un gros bébé. Donc je vous montrerai ça aussi, je pense. Et voilà, aussi pour revenir au conte de Monte Cristo, est-ce que vous avez des... J'ai vu qu'il y avait une série sur TF1 qui était plutôt plus ou moins récente, que je vais regarder, mais sinon, quelle adaptation cinématographique vous me conseillez? Parce qu'il y en a tellement, et c'est vrai que moi, tout ce qui est un peu vieillot, vieux film, je suis pas de ouf en fait. Donc je sais pas, est-ce qu'il y en a qui sortent de l'ordinaire, qui sont quand même plus ou moins bonnes pour les adaptations du télé, quoi. Donc dites-moi si vous êtes au courant, si vous en avez vu quelques-unes. Et voilà, je repose mon petit livre, non sans regret, parce que voilà. Et j'irai, je pense, fin septembre, j'irai au Château d'If, parce que je sais que le Château d'If a eu des travaux, justement, pour se rapprocher du roman, selon certaines descriptions, etc., des galeries souterraines et tout. Et du coup, c'est pas, en fait, le roman qui s'inspire du lieu, c'est le lieu qui s'est inspiré du roman. Et je trouve ça formidable, vraiment, au niveau de la culture, je trouve ça excellent. Donc, j'irai peut-être visiter fin septembre, quand il y aura moins de touristes à Marseille, le Château d'If, puisque je suis à 30 minutes, en fait, donc voilà. Et vraiment, ouais, j'ai passé un excellent moment, même avec les filles, avec tout le monde. Mais voilà, franchement, si vous avez l'occasion, vous pouvez le lire. Moi, pour moi, quand je le relirai dans peut-être 10 15 ans, je le savourerai pendant 2 mois, je pense, autant parce que je pourrais pas le bouffer. C'est un truc pour moi qui se savoure. Sinon, ça peut paraître pour moi assez indigeste. Enfin, ça l'est pas, mais c'est vrai que j'ai du mal avec des grosses pavesses comme ça, classiques. Voilà, moi, il faut que je le savoure sur 2 mois. C'est parfait. En plus, en été, ça passe tout seul. Donc, je vous le conseille si vous voulez vous le faire cet été ou en été, parce que l'été est bientôt fini. Et puis moi, l'année prochaine, alors je commence déjà à réfléchir pour une autre LC que j'aimerais organiser. Il y a plusieurs choses qui se présentent à moi, du coup. Bon, comme avec une amie, je vais lire Notre-Dame de Paris en été. Je pense pas faire un gros truc l'été prochain. Parce que du coup, ça va... Enfin, on va devoir être concentré. Oui, je prépare mes LC, on prépare nos LC à l'avance.
Par contre, peut-être organiser, peut-être au mois de juin, une LC sur un livre en particulier. Je pensais à 100 ans de solitude de Garcia Gabriel Marquez, je sais plus exactement. Bref, bon, vous voyez 100 ans de solitude avec le perroquet sur les éditions, je crois que c'est les éditions Point. Parce que bon, c'est un livre donc sud-américain, j'ai jamais lu d'auteur sud-américain, et en plus il paraît qu'il y a du réalisme magique, que limite faut prendre des notes et tout pour les personnages. Donc moi, si c'est une lecture un peu compliquée qui va me prendre la tête, je préfère le faire en groupe, parce que ça motive aussi les troupes, hein, quoi qu'on en dise. Donc je pensais peut-être faire en juin le 100 ans de solitude, et peut-être en avril, sur un mois, peut-être faire le Brasier Noir de Greg Hales, pour changer un peu et pour faire un peu dans le policier plutôt que dans le classique. Donc je verrai bien. Je pense que je le préparais à l'avance. Je l'ai pas fait en... Enfin, j'hésite peut-être en décembre parce que avril ça me semble long et j'ai envie de me faire le Greg Hales assez rapidement. Mais je vais voir en fait. Je vais voir selon les sondages aussi, hein, parce que si je suis seule à faire la LC, c'est plus une LC quoi. Donc voilà. Donc du coup, je vous laisse. J'ai assez papoté. Il faut quand même que j'aille bosser quoi. Voilà. Ce qui devait arriver arriva, j'ai craqué, je suis faible, je sais, mais comment résister déjà à cette couverture? Déjà, et puis après, bon, la vie de Séverine a fait le reste, hein, clairement. Donc c'est un roman argentin, je n'ai jamais lu d'auteur sud-américain, donc ça va être une première. Par contre, le truc pèse 1,3 kg, donc je vous préviens, je vais pas le mettre, faites pause parce que je vais pas le garder comme ça 120 ans. Moi, j'ai regardé très brièvement le résumé, j'avoue que je me suis... Enfin, voilà, si on me demandait demain de le résumé, je saurais pas vraiment en parler. Je sais qu'il y a une part de fantastique, je sais qu'on est peut-être aussi, il y a une petite part de policier, de course-poursuite ou de choses comme ça, d'occultisme aussi peut-être. Bah du coup ça va avec le fantastique. Donc voilà, moi la couverture, je sais pas vraiment si c'est un tableau ou quoi, il faudrait que je regarde, mais elle me touche beaucoup, enfin je sais pas pourquoi, elle m'émeut beaucoup avec cette larme là, enfin je trouve ça vraiment splendide. En plus bon là je peux pas vous montrer, mais voilà il y a un rabat à l'intérieur. Donc c'est magnifique en fait, c'est juste magnifique. Voilà, j'essaie de le lire avant décembre, mais je vous promets rien quoi. Je vous retrouve, nous sommes lundi 30 août, il est à peu près 17h et j'ai reçu un petit colis dans la bibliothèque et je vous en ai parlé dans les plans précédents, je crois savoir ce que c'est, surtout que c'est vraiment une grosse enveloppe. Pardon si ça bouge un peu, je suis avec le téléphone dehors et pardon s'il y a un peu de vent. Voilà, je vous montre pas mon adresse, mais c'est assez gros donc je pense savoir ce que c'est. Donc on va voir ça tout de suite. Il est un peu déchiré, heureusement que c'est bien papier bullé, on va dire. Voilà. Je vois 2 gros bouquins. J'ai envie de pleurer. Donc, le premier, c'est Le sortilège de Stellata de Daniela Raimondi, qui est splendide et que je pensais un petit peu plus gros. Qui fait, ça fait à peu près 525 pages. Il y a une petite carte avec les familles, donc ça a l'air d'avoir pas mal de personnages pour s'y retrouver. J'adore quand c'est des sagas familiales comme ça. Alors, le résumé. Donc, l'histoire commence en 1800 à Stellata, dans la plaine du Pô, le jour où Giacomo Cassaggio tombe amoureux. Peut-on contrôler son destin? Faut-il renoncer à ses rêves? Une saga à l'italienne, somptueuse comme un fleuve. Donc, ça a l'air top. Voilà, ça se passe en Italie en plus. Donc, couverture magnifique, maison d'édition adorable, autrice italienne, donc tout est bien. Et le meilleur pour la fin. Donc, ben voilà. Le nouveau Luca Di Fulvio, je suis tellement contente. Mama Roma, qui fait donc à peu près 700 pages, hein, en grand format, donc c'est-à-dire comme le Gang des rêves en grand format. Donc ça veut dire qu'en poche, il va faire 900 pages. Ça va être cool. Voilà. Après New York, Venise ou Buenos Aires, Luca Di Fulvio a choisi Rome pour décor, sa ville natale, l'endroit où il écrit tous ses livres. L'action se passe en 1871, l'année où est née l'Italie.
Dans cette ville, le monde encore occupé par les troupes françaises où s'affrontent royalistes et républicains, 3 personnages se croisent et se perdent et se retrouvent. Il y a Pietro qui veut changer le monde avec un appareil photo. Martha, l'enfant de la balle, est née là, l'improbable comtesse républicaine. Pietro est né là, sont orphelins. Rome va les adopter. Voilà. Donc je sais pas parce qu'il y a marqué cher ami libraire, donc je pense que c'est une épreuve non corrigée. Oui, donc c'est une épreuve non corrigée, mais voilà, avec la belle couverture et tout ça. Donc c'est génial. Je remercie évidemment les éditions Slatkin et compagnie qui vraiment voilà, ont été adorables de m'envoyer les 2 romans. Et voilà, il faut que je trouve le temps maintenant de le lire évidemment. Mais ça va être que du plaisir, quoi. J'espère bien. Je vous laisse et je vous retrouve donc définitivement pour vous donner mon avis final sur le ça de Stephen King que j'ai toujours pas fini. Ce soir il y a le live débrief, mais je serai pas là, donc je le verrai en replay et j'essaierai de le finir demain. Voilà. Salut tout le monde, donc nous sommes, désolée pour ma tête, le mardi 31 août, donc dernier jour d'août. Il est à peu près 14h45, donc je suis arrivée au boulot en avance et donc je me permets de vous parler donc de la fin de ma lecture du Ça de Stephen King que j'ai terminé donc juste avant de partir. Comme c'est aussi mon dernier jour de boulot et après j'ai fini mon contrat et je pars en Italie, je suis arrivée en avance pour récupérer mes papiers, bref. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? J'ai fini Ça de Stephen King et dans l'ensemble j'ai adoré cette lecture, vraiment. Quand je dis dans l'ensemble, c'est parce que c'est vrai que la dernière partie m'a un petit peu déçue. Là, je commençais à regarder le débrief sur Un King par mois ensemble, et c'est vrai que contrairement à pas mal de gens, j'ai trouvé que c'était la partie la moins pertinente de cette histoire. En fait, je pense que je préfère tout simplement quand ils sont gosses, parce que là, on les suivait vraiment adultes. Parce que si vous voulez, ça, c'est vraiment un entremêlement, un entrelacement du passé présent. Et c'est vrai que parfois, c'est difficile à suivre parce qu'il y a aussi des intermèdes. Mais il ne faut pas que ça décourage parce que vraiment, ça se lit bien, si on est bien concentré. C'est quand même une lecture quand même un peu exigeante, voilà, comme pour un King. Il fait quand même 2 tomes, hein, voilà. Et au niveau histoire, au niveau personnage, il y a une panoplie d'histoires, de destins entremêlés, passé, présent. Mais en gros, ça va toujours être un peu la même histoire, c'est-à-dire que nous sommes à Derry, dans le Maine, donc une ville inventée par Stephen King, avec du coup une bande de gosses qu'on appelle les losers parce qu'ils sont pas super populaires, on va dire, au lycée, je crois que c'est, voilà, ils sont dans l'adolescence ou au collège. Et ils vont affronter en fait le Ça, voilà, quelque chose de mystérieux qui se fait appeler le Ça, qui terrorise la ville depuis des milliers d'années. En fait, hein, concrètement, il y a des cycles plus ou moins meurtriers. Et ça va être ça, cette histoire, en fait. Ça va être la bataille enfant et la bataille adulte contre ce Ça qui ne veut rien lâcher, qui ne veut surtout pas lâcher Derry, hein, dans lequel il est un petit peu maître, on va dire. Et notre bande de gosses va être confrontée voilà, à ça, justement, de près ou de loin. Et bon, voilà, ça va faire des victimes hein, parmi les enfants, surtout les enfants, ouais. Donc ça va être cette histoire, il y a beaucoup d'horreur, il y a une grosse partie de surnaturel, il faut le savoir aussi. Mais il y a beaucoup de choses terrestres aussi réelles, comme voilà des thématiques qui reviennent souvent. Un des personnages est écrivain par exemple, comme c'est souvent le faire Stephen King. Il y a des thématiques comme les violences faites aux enfants, violences conjugales. Il y a des thématiques comme les premières amours, les premières règles, clin d'œil à Carrie. Il y a toutes ces thématiques adolescentes, voilà, la loyauté en amitié aussi, le groupe d'amis pur et dur. Voilà, toutes ces thématiques, le harcèlement scolaire, etc., qui sont bel et bien réelles, mais entourées de ce Ça un peu mystérieux et terrifique, en fait, horrifique plutôt. Donc voilà. Alors en fait, je donne brièvement mon avis parce que je peux pas dire, j'ai lu qu'un tome sur 2 et c'est vrai qu'à la base c'est un seul tome et là ça a été divisé par la maison d'édition. La fin est plutôt pertinente mais à la base il faut pas oublier que c'est une seule et même œuvre, que ça a été divisé pour une question de pragmatisme en fait, de pages, de lourdeur de l'œuvre, etc. je pense. Donc voilà, je peux pas donner entièrement mon avis, si ce n'est que c'est une très bonne introduction à Ça, et plus que ça, parce qu'une introduction, ça a ce côté, on se dit ouais, introduction c'est juste, c'est à ce côté
très barbant en fait où il se passe rien. Alors que dans ça de Stephen King, ça met en place les personnages, ça met en place une intrigue, ça met en place les nombreuses thématiques, mais il se passe énormément de choses. Il y a déjà pas mal de piliers horrifiques qui sont posés. Voilà, et en termes d'horreur, vous allez avoir tout. Si vous n'avez pas peur dans ce livre-là, c'est que vraiment vous êtes un champion parce que il nous fait des terreurs. Voilà, si vous êtes couleurophobe, hein, il y a le clown, il y a énormément de monstres entre guillemets. Enfin, il y a beaucoup de peurs qui sont suscitées et il est très très fort pour ça en fait. Et vraiment, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Donc vraiment, voilà, si vous n'avez pas peur là, vous êtes vraiment un champion, quoi, parce que c'est extraordinaire. Et voilà, on met en place les personnages. Maintenant, on les connaît sur le bout des doigts, comment ils étaient enfants, comment ils sont adultes. Et du coup, on a envie de savoir. Voilà. Et je pense que le deuxième tome, ça va être un peu comme style Monte Cristo. Le deuxième tome, il va envoyer du lourd. On nous tease un petit peu sur il s'est passé quelque chose de dramatique dans le passé. On ne sait pas trop quoi. Ça va se passer dans le tome 2. Pareil, en tant qu'adulte, il va y avoir plein de trucs qui vont se passer dans le tome 2 contre ça. Donc, vraiment plein de choses à venir et je sens que la fin du tome 2 ça va être ouf. Alors du coup je pense que en termes de terreur c'est le Stephen King qui m'a fait le plus peur. Cimetière et Shining sont pas mal bien placés aussi, mais les autres moins quand même Cujo que j'ai lu récemment ça va. Mais quand même je pense que ça est le plus flippant en fait. Je pense que c'est de toutes ces œuvres, je pense que c'est une des plus... Bon, après c'est subjectif hein, mais c'est une des plus flippantes en fait je pense. Cimetière, vraiment, même s'il est réputé pour pas faire peur, il m'a quand même fait très très peur. Mais ici, c'est peut-être... ouais, c'est vraiment... Je pense que c'est aussi le but d'aussi... Il n'y a pas que l'horreur, mais aussi de montrer que c'est la ville qui est infectée, c'est la ville qui est mauvaise, qui est maudite en fait. C'est vraiment ça, parce qu'il y a des cycles meurtriers, que les gens ils se rendent pas compte en fait, que laisser les gosses dans la rue c'est criminel en fait, il y a des choses qui sont bizarres avec la presse, on ne s'intéresse pas vraiment aux événements dramatiques qui s'y passent à Derry. C'est un peu mis sous cloche en fait, il y a des trucs qui se passent de fou, ça pourrait être limite comme Chicago, une des villes les plus meurtrières, mais... on tait tout ça en fait. Les habitants peuvent devenir fous. Enfin, il y a tout ça qui n'est pas forcément lié au surnaturel, enfin à ça, au clown, mais qui est lié aussi à une espèce de malédiction qui touche les adultes, les habitants, et dont seuls peut-être les enfants se rendraient compte, enfin certains gosses du coup. Et tu te dis, il y en a qui restent quand même toute leur vie à Derry sans se rendre compte de ce qui se passe, quoi. Donc il y a tout ce truc de ville un peu mauvaise, maudite et tout ça, et j'ai adoré en fait. Je trouve que ce livre est très intelligent, qu'il est vraiment imbriqué, passé, présent, destins multiples, tout ça, même des personnages secondaires, on va les suivre plus tard, adultes, enfin c'est exceptionnel en fait. C'est vraiment exceptionnel, autant méchant que gentil, c'est vraiment super bien fait. Après c'est vrai que moi j'ai trouvé que par moment on insistait un petit peu sur un des personnages qui est obèse en fait. Bon après peut-être aussi c'était l'époque et qu'il y avait peut-être enfin voilà, il y avait peut-être plus comment dire un sans-gêne sur ça, peut-être qu'on pouvait plus insister dessus, mais là je trouvais ça un petit peu gênant. Après voilà, je sais que c'est pas un problème d'auteur, que Stephen King n'est pas grossophobe, mais que c'est aussi pour insister sur le mal-être du gosse qui se sent pas bien. Mais c'est vrai que des fois ça me gênait un petit peu. Bon voilà, mis à part quelques détails comme ça, j'ai adoré. Après pour entrer plus dans les détails, j'ai moins aimé voilà cette partie que les autres. Mais ça m'est personnel parce que je préfère quand ils sont enfants et que j'ai trouvé que ça ralentissait un petit peu plus. Donc voilà, surtout qu'il y a des personnages qui sont un petit peu extérieurs à nos amis et qui rentrent dans le récit. Et ça m'a un peu sorti du récit du coup. Par contre, il y a une des scènes qui m'a fait le plus flipper je pense dans toute ma vie de lectrice avec une personne âgée. Donc je ne vais pas en dire plus. Dans une maison, bref. Avec un accent allemand, voilà, j'en dis pas plus. Mais voilà, mais sinon, en fait, j'ai juste un regret aussi, mais bon, c'est moi qui l'ai voulu, c'est d'avoir trop quadrillé ma lecture sur tout le mois. J'aurais peut-être été plus immergée dedans, ben voilà, c'est toujours pareil, si j'avais lu d'une seule traite. Et là, c'est vrai que d'avoir plein d'autres lectures à côté, plein d'autres lectures en tête, avec surtout le Conte de Monte Cristo, qui est vraiment une lecture assez dense, ça m'a peut-être un peu sorti du récit et voilà, après c'est la LC qui est comme ça et ça m'arrangeait parce que je pouvais lire d'autres livres à côté. Le tome 2, je vais faire pareil en fait, je vais le quadriller aussi parce que il faut que je lise d'autres livres à côté, voilà. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est une lecture qui mérite beaucoup de concentration, qui mérite quand même qu'on s'y penche un petit peu, qu'on soit concentré.
Donc voilà, peut-être ça, quand je le relirai, je pense, dans quelques années, peut-être dans 15-20 ans, je les relirai d'une seule traite pour vraiment être à fond dans l'histoire et je m'enchaînerai les films aussi, que d'ailleurs je n'ai jamais vus. Donc voilà, au mois de septembre, je m'enchaîne le tome 2 avec le groupe, qui a été d'ailleurs formidable, qui a fait plein de lives et tout. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez retrouver tous ces lives en replay. Et voilà, donc je suis quand même très heureuse d'avoir lu une partie d'une des plus grandes œuvres de Stephen King. Ça a vraiment été une superbe expérience. En plus, on a pu partager avec les uns les autres nos avis. C'est vraiment trop bien. Ça a ce côté trop bien, mais c'est vrai que ça a ce côté aussi où il faut attendre, il faut se réfréner ou se bouger en fonction. Et il faut attendre chaque fois. Voilà, c'est ça qui te sort un peu du récit, mais sinon, il n'y a que des côtés positifs en fait. Et je me languis de le lire à l'aéroport demain, le tome 2, le commencer. Et d'ailleurs, sur Audible, il est dispo en audio. Et franchement, je ne me rappelle plus du nom du narrateur. Mais c'est une tuerie, en fait. C'est vraiment une tuerie. C'est exceptionnel, en fait. En fait, c'est vrai qu'à l'audio, ça doit être dur d'interpréter ça de Stephen King. Parce qu'il y a un personnage que j'adore qui s'appelle Richie. Voilà, c'est un des mecs de la bande. Et il est une sorte de ventriloque, on va dire, et il fait plein de voix. Donc en fait, si tu veux, il fait plusieurs accents différents. Et il faut savoir interpréter ces accents-là, en fait. C'est compliqué, surtout ce narrateur. Il n'est pas dans l'exagération un peu, mais il peut faire des voix de filles, il peut faire des voix de personnes plus âgées, des voix de gosses. Et à chaque fois, on est plein de personnages. Et à chaque fois à chaque voix qu'il fait, on retrouve le personnage qu'il interprète. C'est un travail de force, en fait. Vraiment, c'est un travail exceptionnel, en fait. Donc, je me languis aussi de lire le tome 2 en audio, parce que je l'ai. Et en fait, ce que je faisais les derniers temps, et ce que j'ai quasiment toujours fait, c'est que soit que je l'écoutais qu'en audio, soit je l'écoutais en audio et par-dessus, et je lisais en même temps, en adaptant la vitesse. J'ai eu un petit appel avant de commencer, voilà, le boulot. Donc, ne vous inquiétez pas, j'étais pas non plus en train de gruger mon temps de travail. Bon, je pense que vous en foutez. Mais voilà, pour vous dire que c'était une très agréable expérience que je vais renouveler en septembre avec le groupe et c'était super cool. Voilà, je sais plus ce que je disais à la fin, je suis désolée. Mais du coup, je vais arrêter ce vlog ici qui a été quand même riche en lectures diverses et variées. Donc, je suis plutôt contente. J'espère que ça vous plaira. J'essaie de le publier aujourd'hui, donc mardi 31 août. Et je vous dis à la prochaine. Voilà, bisous!